Mesdames, messieurs de la presse parlée, écoute, télévisée, jeudi après-midi, nous-mêmes, barreaux de Port-au-Prince, les fait que nous pas au complet, même par contre, si nous continuons là. À ma gauche, nous allons mettre Ducasse, mettre Cheron, mettre Cadet. À ma droite, j'ai la fortune, Esther, à tous les noms que je dois donner. Joseph N. Ducasse, Maître Jean-Bernard Cheron, Maître Paul Rachel Cadet, Max Stanley La Fortune et Marie-Esther Félix et Paul-Édouard Ternier. Je viens de décider que nous avons invité nous pour faire un éclaircissement sur certains points autour de habeas corpus que nous avons plaidé lundi 25 juillet 2022. Et qui ça a commencé? Le vendredi 22 juillet. Okay? Nous recevons un appel téléphonique à 8h30 du soir pour dire nous que le conseil de l'ordre, le secrétaire de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, Maître Robinson Pierre-Louis, est en difficulté à la DCPJ. Okay? On est allé à la DCPJ à Classine. D'abord, on n'a pas pu trouver Maître Robinson Pierre-Louis et on nous a dit que c'était au BAF. Le BAF, c'est le bureau qui traite des affaires financières et économiques. Okay? Donc ça veut dire que c'est une affaire financière et économique que le CAP traité. Là, nous arrivons dans le BAF là, c'était pour nous juste constater que c'était l'autre unité qui était venue. Il menottait Maître Benson Pierre-Louis et la lavelle dans le commissariat de Delma 33. Nous avons suivi Maître Benson Pierre-Louis et c'est à ce moment seulement qu'il nous apprend qu'il est l'avocat du propriétaire du bateau qui a transporté les armes vers Port-de-Paix et le fameux bateau, le bateau qui s'appelle Tilili. Miss Lily. Donc, Maître Robinson Pierre-Louis nous a confié qu'il a agi en qualité d'avocat du propriétaire du bateau. À ce moment, on a posé quelques questions à Maître Robinson Pierre-Louis. On lui a demandé est-ce qu'il avait été appelé, est-ce qu'il y a un mandat décerné contre lui? Non. C'est une invitation. Il a été seul au BAF pour répondre à cette invitation, pour porter certains éclaircissements relativement à celui-ci. Le conseil n'a pas été averti qu'on avait quelques problèmes avec Robinson Pierre-Louis, mais Robinson Pierre-Louis, et de mettre, d'abord de traiter la question et ensuite de mettre Robinson Pierre-Louis, ce que normalement nous devons faire à la disposition, je vais dire, du commissaire du gouvernement, puisque c'est quelque chose de pénal, ce n'est pas une tierce personne qui a porté plainte contre Robinson Pierre-Louis. Alors, à ce moment, nous avons constaté que les règles de droit, les conventions, tous les instruments internationaux n'ont pas été observés relativement à la liberté individuelle, relativement à l'arrestation, parce qu'il a été mis en cellule au commissariat de Delma 33. Donc, on peut dire qu'il a été arrêté et mis en prison. Okay? Donc, les principes, les règles de droit n'ont pas été respectées et nous avons constaté, face à cette violation, nous avons décidé de faire une action en habeas corpus sur la forme de l'arrestation de Maître Robinson Pierre-Louis. Le 25 juillet, on a été au tribunal. Nous avons saisi le doyen parmi moi. Après maintes tergiversations, il a fini par prendre siège. Il a prononcé un avant-dit au droit, constatant l'absence du ministère public et ordonnant au ministère public de se présenter dans 2 heures de temps, soit 3h45. Tout d'abord, je dois faire une petite parenthèse pour vous. La DCPJ qui a invité M. Robinson Pierre-Louis, il a des fonctions bien déterminées pour la loi. La DCPJ ne peut pas arrêter quelqu'un. La DCPJ travaille en tant qu'auxiliaire de la justice. Il travaille avec le commissaire du gouvernement, il travaille avec le juge instruction. Ce sont ces deux personnalités qui dirigent en quelque sorte
l'instruction, l'enquête de la DCPJ. La DCPJ peut arrêter quelqu'un en cas de flagrance. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous trouvez quelqu'un en flagrant délit d'un acte commet un flagrant délit de la loi, vous pouvez l'arrêter et l'acheminer à la justice. Donc c'est seulement ça que la DCPJ en principe peut faire. Et autrement qu'on lui ordonne d'arrêter. Par mandat. Et dans ce cas, il y a d'abord un mandat d'invitation. Et le juge d'instruction va transformer le mandat d'invitation en mandat de dépôt. Alors à ce moment-là, on met la personne en prison. Tout ceci n'a pas été respecté pour la DCPJ. Le conseil n'a pas été averti. Parce que s'il y a un avocat qui a un problème, le conseil peut être saisi d'office ou encore le commissaire du gouvernement l'avertit. Et lui, il traite le dossier et après, il remet l'avocat au commissaire du gouvernement. Ceci n'a pas été fait non plus. Donc vous admettez avec moi, il y a tellement de dispositions légales qui ont été violées. Nous avons décidé, il est temps, puisque nous sommes là pour faire établir un état du droit, de demander au commissaire du gouvernement, à la DCPJ, de respecter les textes de loi. Je retourne à mon habeas corpus. Le doyen, il y avait une suspension d'audience. Au cours de la suspension d'audience, on est venu dire au doyen que le commissaire est il y a un commissaire en bas. Il est descendu et à notre grand étonnement, on est remonté avec un certificat disant que l'affaire a été transférée pour devant le cabinet de sanction. Voici, ça c'est l'historique de l'affaire. Le doyen a entendu l'affaire et il a promis, il a ordonné le dépôt des pièces à son délibéré pour rendre son ordonnance. Ce qu'il devait faire séance tenante, il a dit qu'il le fera demain. Il a dit qu'il y avait un autre habeas corpus, qu'il allait entendre l'autre habeas corpus, qu'il avait mis en continuation et il se prononcera demain. C'était lundi, en principe, ce qu'il devait faire lundi, il fera mardi. Ce qu'on a accepté. Mardi, on n'a pas vu le commissaire. Le doyen, on a essayé d'entrer en contact avec lui, pas de réponse. Je crois que le greffier était là, mais le doyen n'était pas là. Et on peut dire, on n'a pas vu le doyen. Pourtant, on nous a dit que l'ordonnance est rendue. L'ordonnance est dans la presse. L'ordonnance est dans les journaux. Grand a été notre étonnement parce que nous avons notre entente avec le doyen qui nous appelle quand il a rendu l'ordonnance. Et hier après-midi, il y a un avocat qui m'a appelé pour me dire que l'ordonnance est sortie. On a rendu compte avec le ministre Pierre-Louis. Le doyen a dit qu'il était incompétent et qu'il a déféré le dossier devant le cabinet d'instruction de ceci déjà fait. Donc je vais passer la parole à Maître La Fortune qui a plaidé l'habeas corpus. Sur les principes, après vous pouvez aborder le temps, sur les principes. Parce que nous devons éclaircir cette situation et pour le grand public qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe avec cette histoire d'habeas corpus, qui pense que nous sommes contre la loi. Nous ne sommes pas contre la loi. Et nous sommes pour la loi et le barreau de Port-au-Prince et 18 juridictions d'Haïti ont toujours prôné un état de droit dans le droit. Donc je passe la parole à Maître La Fortune. Merci Madame la Pépinière. Et je salue la presse. Je dois préciser au premier abord pour tout le monde que notre souci, notre démarche est purement pédagogique. Il convient de préciser certains points de droit, certains principes juridiques, parce que très souvent, on entend des interventions par-ci et par-là qui ne sont pas en concordance avec ce que dit la Constitution, ce que prescrivent les dispositions légales. L'intervention va être divisée en 3 parties. En premier lieu, je vais me référer au décret du 29 mars 1973 réglementant la profession d'avocat. 79 réglementant la profession d'avocat. Et permettez-moi de lire 2 articles, 2 dispositions de ce texte pour bien comprendre notre intervention et notre position.
Notre position doit être légale et elle est légale. Il s'agit des articles 53 et 66 du décret du 29 mars 1979. Je vous lis l'article 53. Nulle contrainte, en dehors des cas prévus par la loi, ne peut être exercée sur sa personne, à l'occasion de l'exercice de la profession, notamment de l'exécution des actes de son ministère. Je vais relire pour éviter toute confusion, parce que la confusion vraiment fait son petit bonhomme de chemin à cause des inventions un peu fallacieuses des uns et des autres. Nulle contrainte, en dehors des cas prévus par la loi, ne peut être exercée sur sa personne, à l'occasion de l'exercice de la profession, notamment de l'exécution des actes de son ministère. Plus loin, le décret précise, en son article 66, ce qui suit. Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement, ou sous la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. Je reprends les dispositions de l'article 66. Le bâtonnier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du gouvernement ou sous la plainte de toute personne intéressée, peut convoquer le conseil de discipline pour lui soumettre tout fait reproché à l'avocat. Le conseil, après enquête, statuera préalablement sur la valeur ou l'importance du cas, à savoir s'il y a lieu ou non de prononcer contre l'avocat. S'il n'y a pas lieu à poursuivre, le bâtonnier avertit le plaignant. Si les faits lui avaient été signalés par le commissaire du gouvernement, il avise ce dernier. Dans le cas contraire, le conseil de discipline procède à l'instruction de l'affaire. C'est le cas de vous dire et de vous expliquer une chose. L'article 53 consacre l'interdiction de toute contrainte dans l'exercice de la profession d'avocat en dehors des cas prévus par la loi. On ne saurait procéder à la rétention, à l'arrestation de l'avocat dans l'exercice de ses fonctions, de l'exercice de la profession, sans tenir compte des cas prévus par la loi. La bâtonnière a bien précisé. Est-ce qu'il y a eu flagrant délit? Non. Dans la mesure où Maître Robinson Pierre-Louis, avocat de son État, a été invité au BAF, donc sans l'intervention, sans avis préalable du conseil de discipline, sans intervention de la bâtonnière, ceci contrevient à l'article 53. Et puisqu'on a procédé à son arrestation, là, quelle doit être notre position? C'est de faire intervenir la Constitution, c'est de se référer à la Constitution pour saisir qui de droit en la matière, c'est le doyen. Puisque la Constitution de 1987 a clairement dit, dès qu'une personne se sent menacée ou dès qu'une personne a été arrêtée, etc., cette personne-là peut saisir le doyen pour faire déclarer, pour prononcer l'illégalité ou le caractère arbitraire de l'arrestation. Et à ce moment, le doyen a pour devoir de faire ce que de doit. Ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 66 qui précise les formalités en cas de reproche fait à un avocat. Et ceci, cet article fait ressortir, fait dégager l'idée de l'intervention préalable du conseil de l'ordre, du conseil de discipline, de l'intervention de la bâtonnière de ce cas-ci. Ceci n'a pas été respecté. Nous sommes là pour faire respecter la loi, parce que, attendons-nous, nous sommes des défenseurs publics. On défend les citoyens de tout calibre. Donc, imaginons qu'un avocat soit dans une situation pareille. On ne respecte pas ses droits. Allez voir si l'avocat défend un seul citoyen, etc. Donc, ceci est vraiment grave. C'est la raison pour laquelle on a fait ce que de droit pour faire déclarer cette arrestation
illégale parce qu'elle a eu lieu en dehors des dispositions légales et constitutionnelles. Comme deuxième point, il faut préciser à votre attention, messieurs et dames journalistes, en matière procédurale, la forme prime le fond. Assurément, il y a des journalistes qui ont l'habitude de visiter, de suivre les audiences. Donc, on a intérêt à faire respecter la forme pour mieux aborder le fond. Parce que si la forme n'est pas correcte, on n'ira pas au fond. Or, nous autres, de notre côté, on veut la manifestation de la vérité. Parce qu'il y a tant de buts autour de ce dossier. Vaut mieux que la forme soit respectée. Et à ce moment-là, quand le fond viendra, tout le monde saura ce qui a été réellement fait et réalisé. Et, mon Dieu, entendons-nous, il faut une application intelligente des normes juridiques, qu'elle soit procédurale, qu'elle soit substantielle. Lorsque je dis substantielle, il s'agit du fond de l'affaire. Donc, ça favoriserait une justice saine. On en a besoin. Parce que très souvent, on critique la justice de ce pays. La justice est corrompue. La justice, c'est cela. Dans la mesure où on respecte les lois, on applique les lois. Parce que si quelqu'un commet effectivement un forfait, une infraction, on a intérêt à ce que soit entendu équitablement. Et à ce moment-là, la justice dira ce que le doit. On a intérêt à militer dans le sens d'une justice équitable et une justice de qualité. Parce que, vous savez une chose, on parle de banditisme dans les rues, mais si notre justice était de qualité, on n'aurait pas une situation pareille. Les uns et les autres respecteraient notre justice et même notre pays. Donc, la mise en liberté sollicitée, demandée par les avocats de M. Robinson Pierre-Louis, c'est que ça ne fait pas obstacle ni à l'instruction du dossier, ni à la poursuite par devant qui le doit. Parce que très souvent, les gens pensent que dès que la personne est en liberté, donc le dossier a pris fin. Non, tel n'est pas le cas. Donc, parce que la Constitution a été violée, et la bâtonnière a si bien expliqué, nous demandons, nous exigeons sa libération immédiate. Toutefois, on peut continuer avec l'instruction, on peut continuer éventuellement au suivi du dossier, au moment opportun. Mais nous autres, comme j'ai parlé tout à l'heure d'objectifs pédagogiques, nous voulons éclaircir ce point pour éviter toute confusion. Donc, ça veut dire que l'enquête, l'instruction ou le jugement peuvent continuer, mais si, comme nous l'avons sollicité, la mise en liberté immédiate parce que la Constitution a été violée, mais tout ceci n'empêche pas que l'instruction, le jugement, l'enquête continue normalement. Comme dernier point, parce que j'ai parlé de 3 points, il faut vous dire, mes chers citoyens, citoyens de mon pays, que tout barreau a pour mission de faire la promotion de l'état de droit et de la justice. Très souvent, nous autres, au barreau de Port-au-Prince, on fait cette promotion. Et nous voulons que la justice triomphe, mais sans interférence et ni pression. Parce que, et très souvent, on dit que la justice est faible, la justice est partielle, etc. Mais il faut éviter les interférences, les émissions des uns et des autres pour que la justice soit rendue de manière équitable et saine. Notre vœu de toujours, comme Mao, notre profession de foi, parce que nous sommes auxiliaires de la justice, l'avocat est un auxiliaire de la justice. Nous voulons le triomphe réel et efficace du droit et de la justice. Nous sommes contre l'impunité, parce que très souvent j'ai entendu ces commentaires, etc., des uns et des autres, et pensant que en exigeant la libération immédiate de M. Robinson Pierre-Louis, donc on veut que le dossier ne soit pas classé. Non, contrairement à ça, à ce que vous pensez. Nous voulons le triomphe du droit de la justice. Nous sommes contre l'impunité. Nous sommes contre l'immunité. Mais Robinson, l'avocat n'est pas immunisé. L'avocat est protégé. Parce que cette protection vient de la loi. Et j'ai fait référence à ces dispositions de loi qui protègent l'avocat. Mais dans la mesure où les fondations sont respectées, en cas de reproche contre un avocat, donc nous autres, nous sommes saisis de dossier, etc. On statue préalablement.
on ne va pas empêcher le suivi du dossier. L'au-delà, nous tenons à cette protection. Nous exigeons tout simplement le respect de cette protection. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a fait cette intervention, le conseil est là, etc., pour faire luire la vérité, pour que nous évitions toutes sortes de commentaires un peu mal placés, tout ça, parce que nous constatons ceci dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a incompréhension totale de ce qui a été fait, et c'est la raison pour laquelle nous tenons à expliquer notre approche, notre position. Donc, et c'est un devoir d'information, mais c'est un devoir d'information éclairé, parce que là, nous sommes des juristes, des avocats, réellement compétents, nous connaissons les lois, etc. Donc, nous souhaitions ce partage d'informations éclairées et sans fioriture. C'est ce qui explique notre présence ici. Et pour vous dire, nous avons une attitude responsable et comme professionnels, nous souhaitons l'émergence de l'état de droit pour la population en général, pour tout citoyen général en particulier. Et pour que cet état de droit puisse voir le jour dans le pays, on a intérêt à faire respecter les normes juridiques, la Constitution, les conventions internationales et les lois. Je crois à votre dit. Cher maître, ma question, je l'adresse de cette façon-là. Connaissant maître Pierre-Louis comme étant membre du cabinet ministériel et du ministère étant membre du cabinet ministériel du ministère de la Justice. En fait, on l'a accusé de trafic d'influence. Et vous avez élaboré, vous avez disposé des faits pour dire qu'il n'y avait pas de flagrance. En ce sens, trafic d'influence, et le commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, il a notifié, il a dit que c'est à partir d'une ordonnance de M. Pierre-Louis qu'il a libéré les 2 trafiquants. Donc, trafic d'influence, barreau de Port-au-Prince, qu'est-ce que vous pensez de cela? Et vous avez dit 2 choses. Vous avez dit que M. Benson Pierre-Louis a fait une ordonnance. Il n'a pas validé l'ordonnance. Il peut avoir produit une requête. Si la requête est produite, il l'a fait à sa qualité de